accorder un petit peu de votre temps sur ce festival où il y a beaucoup de choses à vivre. On est ravis de votre présence. Cette présentation comporte un état des lieux et les enjeux à court terme des terres agricoles en France. Les liens entre type d'agriculture, des sols, agriculteurs et ce qui va nous rester à manger. Le mouvement Terre de Liens, on va aussi vous présenter donc le mouvement Terre de Liens et les actions qu'il fait pour sauvegarder les terres nourricières dans le cadre d'une culture qui préserve la biodiversité. On va avoir la présence de Romain Pourreau, qui est donc agriculteur dans la plaine de la Bièvre derrière. Il a un tout petit retard parce qu'il a aussi un marché bio sur sa ferme aujourd'hui. Mais bon, c'est un agriculteur qui est passé par Terre de Liens. Son propos et son expérience sont assez intéressants. À la suite de cette présentation, on pourra répondre à vos questions, échanger. Voilà. Je laisse Daniel Jean-Pierre se présenter. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Daniel Mort. Voilà, je suis bénévole à l'association Terre de Liens Rhône-Alpes et coprésident actuellement. Bonjour, Jean-Pierre Claudet, je suis bénévole depuis quelques années à Terre de Liens. Allez, on va y aller. Donc, très rapidement, on va présenter un constat des terres nourricières en France. C'est ce que je vous ai dit, quoi. Et puis les enjeux à court terme que cela induit. Ensuite, on présente Terre de Liens et le témoignage de Romain. Donc en France, on a la chance d'avoir un territoire au niveau européen, voire mondial, où 50% de la surface est encore en terre agricole, avec en gros 420 000 exploitants agricoles. Mais dans les 10 ans qui viennent, la moitié de ces exploitants agricoles, de ces paysans, vont être en âge de prendre leur retraite. Et ça représente un quart des terres agricoles françaises qui vont changer de main. Et aujourd'hui, les transmissions vont vers un agrandissement des surfaces existantes parce que les politiques agricoles qui datent des années 60, je crois, favorisent l'extension des surfaces, entre autres liées aux subventions de la PAC. Ah, il va très vite à côté de moi, l'ordinateur. Pas l'habitude. Le contexte des transmissions est quelque chose de très très sensible dans le sens où la terre représente souvent beaucoup plus que la terre, qu'une valeur, qu'un champ. Pour les exploitants, les agriculteurs, c'est des fois l'histoire de leur famille. C'est au moins 40 ans de travail acharné jour et nuit toute la semaine. Et avec derrière, en plus, un contexte dans lequel les pensions versées aux agriculteurs sont faibles. Donc la transmission, c'est un sujet très sensible, rarement abordé longtemps à l'avance. Oh là, excusez. Je suis pas bien au point, moi. Hop. On a un ordinateur qui veut aller très vite. Je ne sais pas si quelqu'un l'a piraté. Donc, le premier enjeu, effectivement, c'est la perte des terres agricoles. Premièrement, par l'artificialisation, parce qu'on n'arrête pas le béton. Les 2 tiers des terres parties pour le logement, mais aussi pour les centres commerciaux, les plateformes de logistique, un tas de choses qui font qu'on perd des terres agricoles.
Et Oui, cette artificialisation a des conséquences très très importantes. Donc en termes de surface, on estime qu'il y a environ 55 000 hectares par an qui sont perdus en termes de terres agricoles, hein, on insiste, qui sont perdus chaque année en France. Pour imager, c'est environ 110 000 terrains de foot. Voilà. Deuxièmement, je reprendrai en introduction de ce petit développement un slogan élaboré par un autre mouvement, Extinction Rébellion, pour ne pas les nommer, qui est « Qui sème le béton aura bientôt la dalle ». En clair, c'est que tout ce qu'on perd aujourd'hui en terres nourricières, on risque de le payer par des problèmes d'alimentation, notamment en circuit court, dans les années à venir. On ne parle même pas de décennies, mais d'années. Donc, quelles conséquences a cette artificialisation ? C'est d'abord une imperméabilisation des sols, ce qui a des conséquences dramatiques sur le cycle de l'eau, sur le cycle atmosphérique et la production de biomasse. En ville, enfin dans les terrains, d'abord, la rétention d'eau ne se fait plus, ce qui donc, qui est théoriquement, par exemple, de 3 750 tonnes d'eau par hectare, hein, ce sont des chiffres de l'INRA. Alors que là, imperméabiliser, ça veut dire écoulement, ravinement et perte de l'eau, perte de la substance. C'est aussi compliqué donc l'alimentation en eau des villes, puisqu'il n'y a plus de stockage dans les nappes phréatiques. C'est aussi fragiliser la biodiversité, puisque d'une part, la flore étant à la peine, les animaux derrière le sont également, fragmente le paysage, déconnecte les habitats des animaux, et enfin détruit une diversité biologique terrestre. Je rappelle qu'un terrain nutritif, c'est un terrain qui a une riche faune d'insectes, notamment dans le sol, afin de permettre la création d'un humus et de substrats chimiques qui permettent la croissance des plantes et de ce qu'on y plante. Du coup, c'est aussi ne pas stocker du carbone, puisque la matière organique du sol, par définition, fonctionne avec le cycle du carbone. Quand il n'y a plus de matière organique, il n'y a plus de stockage du sol. Du coup, cette couche de terre, c'est celle qui est arrachée pendant les travaux et libère, au contraire, des réserves de carbone importantes. Donc tous ces éléments ne sont malheureusement pas traités par l'action publique, puisque malgré la multiplication d'outils législatifs comme les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou d'intercommunalité, tout cela, si en théorie ça permettrait de limiter cette artificialisation, ce n'est pas le cas, puisque c'est souvent le choix de l'économique et de l'industrialisation au détriment des espaces agricoles ou forestiers. Voilà. Alors je continue sur la réversibilité, puisqu'on entend notamment dans les dernières lois la notion de climat résilience. Donc la loi de 2021 qui inscrit cette lutte contre l'artificialisation comme une priorité. Bon, dans les faits, je viens de le montrer, ça n'est pas le cas. Et on parle aussi de remise en état des terrains, ce qui est quand même une vue de l'esprit, parce que remettre en état agricole des terrains artificialisés coûte extrêmement cher, puisque de 100 à 300 euros le mètre carré, pour un terrain qui est à même pas 1 euro le mètre carré au départ, sans parler du temps passé, etc., de l'énergie consacrée. Voilà. Alors, nous avons... les pouvoirs publics se sont quand même saisis... Non, c'est bon. Les pouvoirs publics se sont saisis quand même de cette réalité. Je vais vous lire un petit extrait d'un rapport du Sénat
qui n'est pas quand même connu pour son activisme écologique, donc en 2020, qui a rendu un rapport vers une alimentation durable, un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la France. Le texte est le suivant. Le haut niveau de productivité rendu possible par l'intensification de l'agriculture s'est réalisé au prix d'atteinte à la biodiversité, à la qualité des sols. Voilà, il ne reste plus qu'à faire. Et c'est là où ça se gâte. Donc aujourd'hui, on a d'abord un état alarmant des sols agricoles, ce qui vient d'être énoncé par le rapport sénatorial. Au-delà de l'artificialisation, il y a une composition des sols qui subit des effets de nos activités, une contamination, des déséquilibres nutritifs, ce qui conduit par exemple à l'acidification ou la salinisation de certaines surfaces agricoles, rendant quasiment impropre à la culture. C'est notamment le cas dans des plaines céréalières ou des endroits où on marche à coups d'intrants massifs. Mais il y a aussi un facteur auquel on pense peut-être moins, qui est un facteur d'érosion, c'est-à-dire de tassement des sols, du fait des mécanisations très importantes, des labours très profonds, des engins très lourds qui passent, et ce qui déplace la partie superficielle, le substrat nutritif, qui est lui-même souvent emmené par le vent ou la pluie. On vient d'en parler par rapport à l'artificialisation. Donc ce tassement entraîne une diminution de l'espace disponible entre les particules du sol, ce qui rend une nouvelle fois problématique la circulation de l'air, mais aussi de l'eau. Si certains types de cultures se dessèchent, ce n'est pas simplement parce qu'il fait chaud, c'est qu'aussi l'eau ne pénètre plus, mais ruisselle. On a tous l'exemple en tête de champs de maïs ou de blé ravagés par un orage, avec un écoulement superficiel qui emmène toute la terre à la culture avec. Et puis aussi l'utilisation de machines agricoles plus lourdes, bon bien sûr, comme je l'ai dit, à Graves, mais pour pouvoir mécaniser les parcelles, eh bien, on enlève les haies. Donc, ce qui est lié aussi, quand c'est le cas de pâture, à un surpâturage. Et tout cela entraîne une perte de matière organique, de la biodiversité et de l'érosion. Et tout ça entraîne une diminution. Bonjour Romain. Donc, fermier terre de liens, entre autres. Entraînant une diminution des rendements des récoltes et une perte de production. À l'échelle européenne, par exemple, la perte de production due à l'érosion a été chiffrée et est estimée à 1,25 milliard d'euros par an. C'est un chiffre de la Commission européenne. Bon, évidemment, le plus sensible auquel je pense dont tout le monde est conscient, c'est la pollution. Les pollutions des sols et des eaux. 92% des eaux de surface sont polluées et dont 60% de ces eaux ont un taux de nitrate qui est trop élevé, qui les rend quasiment impropres à la consommation humaine. Donc on est obligé de retraiter ces eaux ou de trouver d'autres solutions en approvisionnement pour des zones urbaines par exemple. Ensuite, l'utilisation de produits chimiques porte atteinte à l'ensemble de l'écosystème. Élimination d'insectes nécessaires, par exemple pour la pollinisation des fleurs. On connaît tout ce qui arrive aux abeilles avec les néonicotinoïdes. Mais bon, on peut attendre pour les interdire, parce qu'il y en a besoin, paraît-il. Dégradation de la qualité des sols et fragilisation des plantes elles-mêmes. Il est estimé que 18% des sols en France sont touchés par ces phénomènes d'érosion. Ce qui est rapporté à la surface agricole, donc qui est je crois 24 millions d'hectares en France, c'est quand même une surface extrêmement importante qui est menacée, qui est déjà en cours de disparition. Sinon, le deuxième axe, donc, c'est les écosystèmes liés aux terres agricoles qui sont victimes de pratiques destructrices. Donc la pollution, j'en ai parlé.
mais aussi les systèmes de production, dits production simplifiée. C'est-à-dire que quand on est céréalier, on utilise des semences standardisées proposées par des groupes mondiaux souvent, avec des semences qui du coup sont fragiles, résistent mal aux sécheresses, résistent mal aux insectes. Donc tout ça, ça appelle des intrants, des traitements, etc. En France, en 2010, 82% des surfaces cultivées en France étaient couvertes simplement par 5 cultures dominantes: le blé tendre, l'orge et le maïs, et les oléagineux, les paysans, donc des blés locaux. Ces gens ont même été à un moment traînés au tribunal pour dissémination de semences non conformes. Bon, heureusement, tout cela, c'est assez. Bon, j'ai parlé de l'arrachage des haies, bosquets, maquis, pour permettre le travail des machines agricoles. Une pression insoutenable sur la biodiversité, donc le fait de ne plus avoir de haies, le fait de disperser des pesticides qui tuent les insectes, donc il n'y a plus de nourriture pour les oiseaux, par exemple. Donc il y a environ 40% des oiseaux communs qui ont disparu du milieu agricole en 15 ans seulement. C'est une hécatombe extrêmement importante. Bon, tout cela, oui, 50%, non, je dis en 30 ans, excusez-moi, c'est pour les chauves-souris. En 2006-2019, 50% de la population de chauves-souris en France a disparu. On sait que la chauve-souris est un grand consommateur de moustiques, par exemple, ce qui pourrait être utile avec le petit machin tigre là, qui est arrivé. Et le problème de la ressource en eau, qui a déjà été abordé et qui conduit aujourd'hui au concept des fameuses méga-bassines, dont on reparlera, mais qui sont quand même une hérésie hydrologique dans le cadre dans l'évolution du climat et l'état des nappes phréatiques. Voilà. Conséquence très dangereuse pour le climat, puisque l'agriculture en France est la deuxième émettrice de gaz à effet de serre. Elle représente 19% des émissions en France. Et une réduction de 40% de ces émissions serait possible en changeant les pratiques agricoles. Donc, en résumé, l'agriculture industrielle est quand même un modèle destructeur, dépendant, puisqu'il est dépendant de la chimie, en termes d'énergie également, je l'ai peu abordé, et vulnérable, on l'a vu, aux aléas climatiques. Voilà, je laisse la parole à Daniel. Oui, donc là, dans l'exposé que vient faire Jean-Pierre, là, il a parlé de l'artificialisation dans les cause de la diminution des surfaces agricoles cultivées en France. Il y a un autre phénomène dont on parle moins souvent, mais qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle la déprise en milieu rural, et qui est une conséquence de la mécanisation à outrance de l'agriculture, en fait, parce que c'est souvent les parcelles qui sont abandonnées, c'est parce qu'elles sont difficilement mécanisables, parce qu'elles sont en pente, parce que c'est des parcelles de petite surface. Donc voilà, donc ça c'est un phénomène qui est relativement important et qui est lié donc à l'industrialisation de l'agriculture. Maintenant, avec cette diapo, on va revenir un petit peu sur l'action publique. Alors l'action publique, pour essayer d'être objectif, elle n'est pas inexistante, mais elle est souvent dans le domaine du vœu pieux. C'est-à-dire qu'il y a eu, surtout depuis une quinzaine d'années, un certain nombre de textes, mais qui, en général, ne sont que très peu contraignants et juridiquement mal cadrés. Par exemple, on parle dans les lois de la qualité du sol, sans absolument définir ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les paramètres pour dire c'est un sol sain, de qualité? Donc, concrètement, juridiquement, on ne peut pas intenter un procès à quelqu'un qui va baisser la qualité du sol, puisqu'il n'y a pas de critères. Il n'y a pas non plus d'objectif contraignant pour tout ce qui est défini dans la loi. On fait des
c'est le terme que vous entendez, je pense, très souvent dans les annonces officielles, des recommandations. Je rappelle qu'une recommandation, comme son nom l'indique, n'a absolument aucun... Voilà. Hein, c'est comme l'histoire des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais à part ça, c'est un peu on est dans la même dynamique. Le sol n'est pas reconnu comme patrimoine de la nation et par là comme écosystème à part entière. Par exemple, le 23 juillet 2022, le Sénat vote à l'unanimité une résolution pour relancer l'élaboration d'une directive européenne sur la protection des sols et la prévention de leur dégradation. Bon, la Commission européenne a dit qu'une législation pourrait voir le jour en 2023. Bon, on a encore 3 mois. Voilà. Bon, il y a peu d'avancées sur les orientations agricoles franco-françaises. Par exemple, depuis 2008, existe le plan dit Éco-Phyto qui vise à accompagner la production, l'usage et les effets des produits phytosanitaires, autrement dit les pesticides. 10 ans après, on est toujours, malgré un investissement important des pouvoirs publics estimé à 400 millions d'euros, la Cour des comptes, qui n'est pas un organisme de olé olé, constate dans un référé en 2019 adressé au Premier ministre, les effets du plan Éco-Phyto demeurent très en deçà des objectifs fixés. L'État pourrait davantage influer sur les modes de production et les filières par l'exercice de ses compétences normatives, de régulation et d'information. En clair, l'État ne fait pas son boulot. La part des intrants, a été augmentée, c'est au tableau, au contraire, continuait à augmenter dans cette période. Ensuite, sur la prise en compte des stratégies climat, donc il y a un plan climat qui s'appelle aussi Stratégie nationale de bas carbone, SNBC, avec maximum d'objectifs, mais il n'y a pas d'application concrète réellement déclinée qui serait évaluable, critérisable, etc. Par exemple, dans cette stratégie bas carbone, on incite tous les secteurs industriels à viser en 2050 zéro émission de GES, sauf l'agriculture qui, lui, a un objectif de moins 50% de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. Voilà, cherchons l'erreur. Est-ce un secteur protégé et par qui ? Des terres sans agriculteurs. Ce qu'on voit actuellement, c'est une concentration des terres du fait du nombre d'exploitants agricoles, de paysans qui prennent leur retraite. Et les transmissions étant sensibles pour les raisons qu'on a évoquées, il y a une course à l'agrandissement. Souvent, la facilité, c'est de céder à ses voisins qui sont en général demandeurs pour agrandir leur terrain, pour une raison entre autres qui est que les aides comme la PAC sont liées à la surface que l'on cultive, pensant parfois compenser des baisses des prix d'achat agricole. Et donc on a des évolutions qui sont incroyables parce qu'on a de moins en moins d'agriculteurs et sur des terres de plus en plus grandes. Ça transforme aussi beaucoup le salariat, l'emploi agricole, parce que quand on travaille sur des exploitations intensives, c'est plutôt des machines qu'on fait travailler avec des salariés provisoires, enfin intérimaires, et non plus des agriculteurs qui s'installent sur des exploitations, que ce soit du maraîchage, des céréales en plus petit, de l'élevage, de la transformation, ou qui sont des domaines qui créent beaucoup plus d'emplois que des très grandes fermes avec beaucoup de machines et où on a des ratios d'agriculteurs qui baissent. Hop, hop, hop. Ah oui, je reprends. Marché des terres agricoles. Je fais juste un tout petit rappel historique là-dessus.
La France, ça a été quand même un pays, bon, c'est un pays qui a une histoire agricole très importante. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs étapes. La première étant en 1946 la loi sur le fermage, qui a permis de sécuriser les baux agricoles et de permettre aux fermiers de travailler avec une certaine vision à long terme, ce qui n'était guère possible au préalable. Ensuite, en 1962, il y a eu une grande loi d'orientation agricole qui a créé les SAFER, que vous déclinera Daniel ensuite, et notamment aussi un contrôle par des structures professionnelles de la transmission des terres. En 2006, il y a eu aussi la création du bail rural environnemental, dont on pourra reparler dans le cadre de Terre de Liens, par exemple. Bon, aujourd'hui, le bilan est beaucoup plus nuancé, puisque les outils de régulation sont devenus inadaptés, parce que l'émergence de nouveaux défis, notamment la financiarisation des marchés fonciers, et aussi l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs. Alors, l'émergence, vous avez les 3 marchés qui sont mentionnés. Le marché des ventes, bon, c'est disons le marché classique, c'est-à-dire un exploitant vend tout ou partie de son des terres dont ils sont majoritairement locataires et propriétaires théoriquement que de 35% des terres qu'ils travaillent. Je parle au niveau global, hein, ça peut varier évidemment suivant les situations. Donc cette location ne passe pas, quand il y a une remise de bail, eh bien, ça échappe au contrôle. Si on change d'exploitant, il n'y a pas forcément une régulation publique de ce marché. Et ça, c'est notamment ce qui se passe sous la pression de syndicats majoritaires, par exemple, dans la profession agricole, où les terres, quand un exploitant cesse son activité, sont partagées, bon, entre copains, on va dire, par les gens du coin. Alors ça peut être très bien. Et puis ça peut être très, très embêtant pour notamment l'installation de jeunes agriculteurs qui souhaiteraient reprendre ces locations. Le 3e marché, et là c'est celui-ci qui est le plus problématique parce qu'il est en extrême développement aujourd'hui, c'est le marché dit des parts sociales. En fait, la technique aujourd'hui utilisée notamment par des groupes financiers ou des groupes qui ont un intérêt à acheter des terres, c'est de constituer des SCEA, des sociétés civiles d'exploitation agricole. Donc c'est tout simplement des parts sociales. Alors par exemple, on va l'exploitant A on sait qu'il va partir dans 2-3 ans. Une grosse société, c'est un exemple qui est dans une vidéo de Terre de Liens que vous pouvez trouver, une société de fabrication de chips et de frites industrielles en Bretagne, souhaite acheter des terres pour faire pousser proche de chez eux les ressources. Et du coup, propose à cet agriculteur, on constitue une société, vous avez 52%, nous 48%. Voilà, et on vous promet un prix à l'hectare X qui est en général beaucoup plus important que le prix standard. Et puis, 2-3 ans après, la société rachète les 52% de l'agriculteur et ça échappe à tout le monde, enfin du moins à tout contrôle. Et comme ça, l'exploitation agricole va grossir des centaines d'hectares gérés, comme le disait Mathieu tout à l'heure, par des salariés agricoles. On revient un petit peu au système moyenâgeux, là, quasiment. Voilà. Donc ces 3 marchés sont inégaux aujourd'hui et surtout appellent une modification de la régulation, ce que va vous développer Daniel. Oui, du coup, je vais faire une petite parenthèse sur la SAFER, dont voilà, dès qu'on s'intéresse un petit peu à l'agriculture et au monde agricole, on en entend parler sans vraiment toujours savoir vraiment quel est son rôle. Donc les SAFER, ce sont des structures qui ont été créées au début des années 60 pour politique, on va dire, qui était ce qu'on appelait la révolution verte, et l'industrialisation de l'agriculture pour la rendre plus, soi-disant plus efficace et augmenter la production. Voilà, on peut dire qu'elle a joué son rôle pendant pas mal d'années.
Ça a bien marché puisqu'on voilà, on est passé de quelques millions d'agriculteurs enfin d'exploitation à aujourd'hui, Jean-Pierre l'a dit, 400, aux alentours de 450 000 exploitations agricoles en France. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, la SAFER, c'est devenu un organisme privé, mais qui a des missions, à qui on a donné une mission de service public, et qui est toujours chargée de réguler les transactions des terres agricoles, donc à la fois sur les prix. Elle a la possibilité si une terre agricole se vend à un prix qui est complètement hors du marché, parce que pour des raisons, ça peut être des raisons multiples, hein, ça peut être de la spéculation, on a là de quelqu'un qui se dit que la terre va devenir constructible, par exemple, ou des grands groupes financiers qui ont été évoqués précédemment. Donc la SAFER peut préempter et dire non, voilà, le prix n'est pas raisonnable par rapport à la production agricole, donc on préempte et on propose tel prix. Donc ça, c'est une des possibilités de la SAFER. Et elle est aussi chargée, normalement, de réguler l'agrandissement des fermes aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs candidats sur une terre qui est à vendre, sur une ferme qui est à vendre, eh bien, elle peut, en fonction d'un certain nombre de critères, décider qui est prioritaire. C'est-à-dire que par rapport à l'agrandissement, aujourd'hui, il y a des limites. Je crois que c'est 50 en Isère, en tout cas, parce que ça dépend des départements et des cultures. Mais c'est de l'ordre de 50 hectares par agriculteur. C'est-à-dire que si c'est un GAEC, par exemple, où il y a 3 associés, ben, au-delà de 150 hectares, ils sont plus prioritaires pour absorber la ferme du voisin qui prend sa retraite. Il y a aussi des critères. Aujourd'hui, les critères de transformation d'agriculture bio sont pris en compte. Donc voilà, c'est des choses quand même qui évoluent. Alors ça ne marche pas à tous les coups, hein. C'est assez compliqué, c'est complexe. Il y a toutes les pressions locales, il y a les pressions politiques, mais voilà, c'est quand même, on pourrait dire que c'est mieux que rien. Voilà, aujourd'hui, la SAFER, comme dans un certain nombre de cas, joue son rôle. Et puis ce qu'il faut savoir quand même, c'est que malgré tout, par cette régulation, la France, c'est le seul pays d'Europe où le prix des terres est garde, hormis certaines cultures très particulières comme les grands crus dans le vignoble, mais globalement garde des prix quand même relativement raisonnables comparés à la plupart des autres pays d'Europe. Donc voilà, ça marche plus ou moins bien, mais elle joue quand même globalement son rôle. Et pourtant, une nécessité s'impose. À Terre de Liens, on dit faire pousser partout en France des fermes. Mais dans les freins au renouvellement des générations sur les exploitations, évidemment, il y a la difficulté d'accès à la terre. S'installer, c'est beaucoup d'argent, ne serait-ce que le matériel, la remise à niveau. Une installation, c'est très cher, et si on n'est pas du milieu agricole, qu'on ne bénéficie pas d'héritage ou d'avantages familiaux quant aux terres, ça représente une difficulté financière qui en rebute plus d'un et beaucoup. Donc s'installer, c'est pas facile. Et transmettre, comme on l'a évoqué un peu, c'est quelque chose aussi difficile parce que pour beaucoup de gens, c'est une charge émotionnelle et une histoire tellement lourde qu'on n'en parle pas beaucoup longtemps à l'avance parce qu'on veut ménager tout le monde, sa famille, ses voisins. Et en plus, c'est pas simple pour un agriculteur d'envisager ça longtemps à l'avance et d'avoir des idées très précises. Et quand le moment arrive de transmettre, le lien avec de jeunes agriculteurs, de jeunes paysans qui veulent s'installer, il n'est pas simple. Une ferme sur 3 est transmise dans le sens où 2 fermes sur 3 passent en société ou sont parcellisées, ne sont pas une nouvelle exploitation agricole. On va évoquer l'enjeu entre effectivement le foncier puis ce qu'on mange, parce que le premier enjeu quand même de l'agriculture, c'est pas d'enrichir des multinationales, mais c'est tout simplement de nous nourrir.
et sans vouloir parler automatiquement d'autarcie ou de sécurité alimentaire nationale, il y a quand même des enjeux qui sont énormes quand on parle de la transmission d'un quart de notre patrimoine qu'est la terre. On ne peut pas avoir d'agriculture sans terre. On ne peut pas tellement se nourrir sans agriculteurs. Aujourd'hui, déjà, 50% de ce qu'on produit en France, comme c'est écrit sur une diapo, sert à de l'exportation, principalement pour de l'agroalimentaire. On s'éloigne un petit peu des... Oui, c'était la diapo d'après. On s'éloigne un petit peu de la vocation première de nos agriculteurs et des terres nécessaires à nous nourrir, puisque ça reste la principale raison quand même. 50% des fruits et légumes. Alors nous, on exporte 50% de ce qu'on produit en France et on importe 50% de ce qu'on mange, principalement dans les pays du sud de l'Europe, mais pas que. Il y a des régions en France qui ont un potentiel d'autonomie alimentaire important, comme le suggère la carte. Il y a d'autres régions où la sécurité alimentaire est beaucoup, beaucoup plus fragile. Tout ça, c'est régulé par rien pour le moment, alors que ce sont des enjeux qui nous paraissent importants. Tu veux ajouter ? Romain est arrivé, vous avez vu. Si tu veux prendre la parole à un moment. Tout à l'heure. Alors, je reprends un petit peu par rapport à la carte qui est présentée, et pour compléter ce que veut dire Mathieu, ce que disait Mathieu, accélérer. Bon. La France donc dispose en théorie de la surface nécessaire pour nourrir l'ensemble de ses habitants. Mais les choix actuels sur l'usage de relocaliser notre alimentation. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire une déclaration très volontariste de 2020. Déléguer notre alimentation à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Vous avez certainement reconnu un certain Emmanuel Macron, donc en 2020. Mais malheureusement, les décisions sont toujours en attente. Voilà, donc notre 40% de la surface agricole en France est consacrée à l'exportation, donc je ne vais pas redévelopper là-dessus. Et l'importation également est elle-même très importante et en progression, notamment en venant du reste de l'Union européenne, la part d'importation a grandi. Alors il faut, tout cela intervient une fois de plus avec une dépendance notamment des prix de l'énergie, on l'a vu lors de la crise de l'année dernière, qui donc augmente le prix des transports. Et il faut assurer la sécurité alimentaire de tous. En France, ce sont des chiffres officiels, 22% des ménages ne sont pas en sécurité alimentaire, ne bénéficient pas, sont même en insuffisance alimentaire. Donc relocaliser, je pense que tous les présents ici en sont conscients, c'est réduire la distance entre le champ et l'assiette. Mais il faut veiller à la solidarité entre les territoires, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de mettre en concurrence des productions complémentaires à travers l'Hexagone, mais plutôt de le réguler. Donc, une fois de plus, il faut différencier l'autonomie alimentaire et l'autarcie. Il n'est pas question que chaque pays, enfin chaque région, aussi petite soit-elle, soit en autarcie alimentaire. Ce n'est pas ça. De toute façon, la carte le montre fondamentalement. On ne peut pas faire pousser de tout partout, etc. Et donc, il faut développer les solidarités entre territoires, ce qui demande une fois de plus une régulation qui est, comme l'a dit Mathieu, totalement absente aujourd'hui. Je rappelle quand même que 7 millions de Français ont recours à l'aide alimentaire et que 40% de la population est en situation alimentaire insatisfaisante, c'est-à-dire mange des produits d'origine industrielle qui entraînent pas mal de soucis. Voilà. Donc ça entraîne aussi une régulation, ça entraînerait normalement une régulation du foncier,
ce qui va être abordé maintenant. Du coup, je ne sais pas si c'était moi, mais Ouais, non, on estime qu'effectivement, il paraît à peu près naturel à tout le monde d'imaginer que l'alimentation, bah, comme l'eau, c'est un droit fondamental qui devrait être traité comme tel. Que l'agriculture, ben, pour les raisons évoquées précédemment, c'est un service d'intérêt général de premier lieu et qui ne devrait pas forcément être confié à des gens qui ont des intérêts financiers premiers. On peut considérer que la terre nourricière, c'est un commun qu'on ne devrait pas pouvoir sacrifier à d'autres valeurs. Et ben, pour certains, ben, les terres agricoles, si on pouvait les gérer un peu plus démocratiquement, c'est quand même dans la démarche de mouvements comme Terre de Liens. Voilà, Terre de Liens souhaiterait accompagner des fermes pour sécuriser la qualité des sols, donc protéger la biodiversité qui est indispensable à l'exercice à la pratique de l'agriculture. Là, il y a un long texte, très lourd. C'est terrible, mais ça résume, malgré la dizaine de lignes, ce que fait Terre de Liens, qu'on va vous développer. On le lit. oui, enfin, je vais essayer d'être rapide parce qu'en fait, on est en train de prendre du retard. Ouais, du coup, voilà, on a dressé un tableau peut-être qui peut vous paraître un peu sombre ou un peu plombant. Donc voilà, on va en venir aux solutions. Alors, bon, donc il y a effectivement le mouvement Terre de Liens qui s'intéresse à cette question-là depuis 20 ans maintenant, puisque voilà, on fête le 20e anniversaire cette année. Et donc l'objet de Terre de Liens, c'est de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs afin de maintenir notamment aussi une activité économique et sociale en milieu rural. Hein, ça, on ne le dit pas assez, mais Terre de Liens aujourd'hui, c'est 750 fermiers et je pense, je n'ai pas le chiffre exact parce qu'il change très souvent, aux alentours de 1000 emplois. Donc voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'est aussi un moyen de redynamiser le monde rural. Et puis, du coup, ça permet aussi, comme on l'a vu dans la diapo précédente, tous les fermiers Terre de Liens doivent pratiquer de l'agriculture bio. Il y a des clauses environnementales dans le bail, donc qui favorisent la biodiversité et qui doivent être en mesure de revivifier les sols et de rendre les sols plus fertiles. Voilà, là on peut passer. Après les constats, analyses, bah, écoutez, tout le monde s'est mis un petit peu à bosser et il y a des belles actions derrière. Depuis 20 ans, donc il y a des fermes qui fonctionnent. Par an, c'est environ 500 personnes qui désirent transmettre leur ferme, c'est-à-dire qui partent à la retraite ou qui cèdent pour des raisons médicales ou leur installation. On recense par ailleurs ce que peu de médias peuvent laisser penser à la plupart de la population, des porteurs de projets, des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole forcément, mais qui souhaitent s'engager dans une vie d'agriculteur dans différents domaines. Mais il y a des porteurs de projets, il y a des gens qualifiés qui savent faire, que Terre de Liens accompagne, ce qui représente par an. Enfin, pour le moment, c'est plus de 9000 hectares qui ont été préservés par les actions de Terre de Liens et environ 350 fermes, je crois, qui sont installées. On voit sur cette carte, au niveau régional, c'est-à-dire en blanc clair, l'ancien Rhône-Alpes et élargi à Rhône-Alpes-Auvergne selon les dernières directives. Et tous les petits points, ce sont les fermes Terre de Liens, dont celle de Gilonnet que Romain représente ici, puisque c'est la sienne, ferme d'Avenir. Et d'ailleurs, on va lui passer la parole, juste après dire un peu la philosophie citoyenne. Oui,
coup, voilà, la particularité de Terre de Liens, c'est aussi d'avoir sorti la question du foncier agricole, de l'entre-soi du monde agricole, justement. Donc, parce que voilà, comme ça a été dit précédemment, l'agriculture, la terre nourricière, elle est absolument indispensable à tous, à vous toutes et à vous tous et à nous tous. Voilà, on a évoqué la notion de bien commun. Donc, on considère que les questions foncières et les questions agricoles sont l'affaire de tous. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un lien avec le monde agricole pour s'engager, pour continuer à préserver des terres et en préserver de plus en plus et à faire en sorte que, notamment, les collectivités locales et régionales prennent à bras le corps ce problème. Parce que, bon, on a parlé de 9000 hectares préservés par Terre de Liens. Mais en fait, au regard des besoins, c'est infime. Donc, il y a aussi un gros travail à faire pour que tout le monde s'y mette. Voilà. Et du coup, ben voilà, il y a donc Romain qui est là, qui est installé sur la ferme Avenir à Gilonnet, qui va nous dire quelques mots sur son ressenti, sur sa façon dont ça s'est passé, comment il s'est installé. Et voilà. Bon, alors il s'est dit beaucoup de choses. Du coup, moi, je ne vais pas entrer dans un débat. Je vais juste vous présenter la ferme. Et après, si vous avez des questions, je peux y répondre. Moi, je suis charentais d'origine. J'ai 34 ans. Et je viens pas de Rhône-Alpes du tout. J'ai été avant d'être agriculteur, je suis installé depuis le 1er janvier 2020. Et j'ai été 10 ans salarié agricole dans une coopérative d'insémination animale. Donc avant, j'étais inséminateur bovin. Donc je connais bien le milieu agricole depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai travaillé dans pas mal de régions agricoles, donc je connais bien les grosses exploitations en vaches laitières, en bovins allaitants, etc. Donc si vous voulez discuter de l'agriculture dans des dimensions un peu plus grosses que ce qu'on trouve en Rhône-Alpes, parce que bon, en Rhône-Alpes c'est quand même des exploitations un peu plus petites, moi je connais bien les grosses exploitations agricoles, même les gros céréaliers dans le Loiret, voilà. Donc on peut en discuter, j'ai quelques notions. Donc j'ai 3 enfants, donc 3 filles. Je suis marié aussi. Et je suis agriculteur donc à Gilonnet, une commune de basse altitude. J'ai 60 hectares de SAU en agriculture biologique avec 30 hectares de surface fourragère, donc herbe et luzerne, et 30 hectares de labourable, donc céréales, un petit peu de maïs, soja. C'est un frein au développement parce que j'ai quand même beaucoup de boulot. Aujourd'hui, j'ai 250 brebis allaitantes, un atelier de porc charcutier et de poules pondeuses. Donc, grosso modo, j'ai un atelier de découpe et de transformation à la ferme. Je découpe entre une trentaine de porcs charcutiers et 200 agneaux à la ferme par an. Donc, tout vendu en vente directe, les œufs aussi vendus en vente directe. Voilà. Donc, en plus des 60 hectares de SAU, je suis adhérent d'un groupement pastoral en Beldonne qui s'appelle le groupement pastoral des Cities. Donc sur la commune du Haut-Bréda, sur l'année, d'être plus à l'aise au niveau de l'autonomie fourragère. Voilà. Donc je suis fermier Terre de Liens. Donc sur ma ferme, donc sur les 50, à la PAC j'ai 52 hectares, mais j'exploite une soixantaine d'hectares. Je fais un petit peu d'éco-pâturage qui est pas sur la surface PAC. Terre de Liens a 24 hectares, donc il y a un peu plus de 30 hectares que je loue à des tierces personnes. Voilà, j'ai 27 propriétaires. Voilà. Donc, ça fait 28 avec Terre de Liens sur 60 hectares. Donc beaucoup de propriétaires, un parcellaire qui est très morcelé, très peu pratique pour travailler. Voilà, pour être éleveur de moutons où je suis, il faut être motivé. Hein. C'est pas du tout pratique, c'est pas très rationnel en fait. Mais bon, ça on pourra en off en discuter. Et Terre de Liens, propriétaire de 24 hectares et tout le foncier. Tout le bâti. Donc j'ai des bâtiments d'élevage assez importants. Terre de Liens est propriétaire de tout le bâti. Donc moi je suis propriétaire que du troupeau, que de l'actif en fait, que ce qui est le matériel agricole et le troupeau. Je m'en porte bien. J'ai en aucun cas envie d'être propriétaire ni de foncier ni de bâti. Pour moi c'est un outil de production. Je le rentabilise tel qu'il est. J'ai pas envie
d'acquérir de foncier. Souvent, c'est pas dans le milieu agricole, c'est pas dans les mœurs. Souvent, mes copains. Donc, naturellement, j'ai beaucoup de mes amis qui sont agriculteurs, dont certains qui sont des gros agriculteurs et gros propriétaires fonciers qui comprennent pas trop mon état d'esprit, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Voilà. Quoi dire de plus? J'ai co-créé une association de producteurs qui s'appelle Cœur de producteurs pour créer du lien entre les agriculteurs de ma région, donc très local. Donc on organise un marché mensuel et on a quelques projets en cours, certains qui fonctionnent, d'autres qui ne marchent pas du tout. Voilà, j'essaye autour de moi de créer un réseau d'entraide, aussi un réseau de cerveaux pour essayer d'imaginer le monde de demain. Alors sans prétention, hein, le monde de demain sur notre communauté de communes n'a pas changé le pays. Hein. Déjà, si on arrive à changer les mœurs, vous savez, c'est très difficile. Il y a beaucoup des sujets où j'aurais pu intervenir. Nous, en fait, on entend de plus en plus que les agriculteurs sont soutenus, les petits agriculteurs sont soutenus. On aime bien notre petit paysan du coin qui vend ses œufs, qui vend ses trucs. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Malheureusement, on n'est pas submergé par les clients, loin de là. Et beaucoup d'entre nous, alors vous trouverez toujours des fermes qui ont une grosse activité. Voilà. Beaucoup d'entre nous sont obligés d'aller de plus en plus loin pour vendre leurs produits. Aussi bio soit-il et aussi peu cher soit-il. Hier, j'étais à Intermarché faire des courses, j'ai acheté de l'huile pour la friteuse. J'étais en train de faire des frites sur le marché mensuel du coup sur ma ferme avant de venir. Donc j'étais à Inter pour acheter des frites. J'ai vu de l'agneau qui était bien plus cher que le mien et de bien moins bonne qualité, je pense. Hein? Français. Ouais, français. Malheureusement, là où je veux en venir, c'est qu'on n'est pas submergé par les clients. Moi, je vais juste donner un exemple très simple. J'ai un atelier de 500 poules pondeuses. Aujourd'hui, j'en ai que 250, mais j'ai une capacité de 500. Et là où je vis, sur la commune, il y a 1000 habitants. La communauté de communes, il y a une cinquantaine de mille d'habitants, mais grosso modo, j'ai 6 ou 7 000 habitants, on va dire 5 000 foyers à proximité directe de chez moi, à vélo. On va dire à vélo, je pense que c'est possible d'avoir, on va dire, allez, pour pas être prétentieux, 3 000 habitants. Mais je suis obligé de vendre mes œufs à 25 km à la ronde. Je fais 92 d'œufs par semaine. Je fais 210 œufs par jour. S'il y avait une réelle volonté, sans parler de volonté politique du gouvernement, sans parler de je ne sais quelle directive européenne ou toutes ces conneries qui n'aboutissent jamais à rien, ou à peu de choses, s'il y avait une réelle volonté des citoyens de venir acheter des œufs en local, je suis pas cher. Hein, c'est pas une histoire je suis à 4,40 la douzaine, c'est pas une histoire de prix. Les œufs sont disponibles en vente libre, c'est très simple de se fournir. Voilà. Il y a eu un compteur de voitures devant chez moi, là, à mon point de vente d'œufs, il y a 1500 voitures qui passent par jour. Alors, admettons qu'il y ait une personne et demie par voiture, ça fait presque 2000 personnes qui passent par jour devant chez moi. Trouvez-vous normal que je fasse 30 km pour vendre mes œufs? Macron, il est pour rien à ça. Hein. Lui, il est pour rien. C'est pas lui qui interdit les gens de s'arrêter chez moi. Je crois qu'avant de dire que c'est de la faute du gouvernement, avant de dire que c'est de la faute de Monsanto et avant de dire que c'est de la faute à je ne sais qui, je pense qu'il faut avoir une espèce de... Alors je pense que dans cette salle, les gens qui s'arrêtent pas, ils sont pas là. Mais malgré tout, voilà. Il suffit simplement de changer son propre comportement pour que les choses changent et surtout pas attendre qu'un les gouvernements successifs qui ne servent absolument à rien. De toute façon, je crois que mes collègues viennent de le dire, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Quand le gouvernement prend des directives, malheureusement, ils n'y sont pas pour rien. Eux, c'est juste des pantins. Hein. Ils sont là pour faire joli aux réunions, mais rien que nous, en fait, il suffirait d'arrêter d'acheter ce qu'il y a dans les grandes surfaces pour qu'ils ne s'en vendent plus, en fait. C'est simplement ça, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et nous, on attend les producteurs fermiers, en fait, on peine quand même parce qu'on a beaucoup de travail au regard de la rentabilité de nos exploitations, quoi. On a un vrai problème. En fait, il faudrait qu'on monte les prix de façon drastique. Et
on peut pas. On peut, mais par exemple, je ne citerai pas de nom, mais j'ai des amis qui sont installés en port, qui veulent vendre en local, et on va dire qu'ils vendent quand même en local, et qui ont des prix assez élevés, et qui sont pas très loin de chez moi, et qui se disent on va aller vendre à Lyon ou à Grenoble pour monter les prix, pour avoir de la rentabilité. Aujourd'hui, alors, quand on vend des sacs Louis Vuitton, ou quand on vend du caviar, ou des choses très particulières qu'on ait besoin de vendre via Google, ou via Internet, ou via Chronopost, je comprends. Quand on vend des œufs ou des saucisses, je veux dire, pourquoi avoir besoin de faire 60, 80 km, compter le coût de transport? Du coup, on se retrouve sur le marché de l'Estacade ou sur le marché de Grenoble à acheter des produits qui sont beaucoup trop chers, parce qu'on fait déplacer des gens qui se lèvent à 3h du matin pour faire 70 km pour aller vendre des saucisses. Moi, je trouve que c'est là où les petits producteurs bio locaux ont merde, parce que il y a même des gens qui ont prouvé que des oranges venues d'Espagne en camion ont un bilan carbone beaucoup moins important que les fruits ou les fromages de chèvre locaux, et ils ont raison. Parce qu'en fait, le mec qui transporte une quarantaine de tonnes de chèvre venues des Monts Lyonnais et qui fait 60 km, eh ben, à la tonne de fromage de chèvre, eh ben, il crame beaucoup plus de carbone que le mec qui a emmené 30 tonnes d'oranges d'Andalousie. Et ça, c'est la vérité. Et le mec qui vend ses fromages de chèvre, ben, il a que ça en fait comme solution. Parce qu'il a beau avoir, comme moi, 6000 habitants qui viennent autour de chez lui, il est quand même obligé de faire 40, 50, 60 km, ou de faire appel à Chronofresh pour envoyer des colis à Paris. Où j'étais avant, il y a un paysan qui a arrêté les marchés locaux pour vendre de la volaille à 60 mais marché, un groupe de paysans, marché fermier et tout. Ouais. Du coup, voilà, c'est mon constat. L'agriculture bio, évidemment, oui. Moi, moi, je plante des haies, je laboure pas. Enfin, je fais un tas de trucs qui vont dans ce sens-là. Mais voilà, il faut qu'on soit suivi massivement, et beaucoup plus, c'est ce qui est fait déjà, quoi. Et c'est la consommation, les consommateurs qui amèneront les réseaux locaux, les collectivités locales à faire ça. C'est pas l'inverse. C'est pas nous, avec nos petits moyens, on gagne déjà pas un rond, on travaille trop, qui allons révolutionner la planète. Hein. Les grandes surfaces ont beaucoup trop de moyens pour que nous, on puisse rivaliser à quoi que ce soit, quoi. Merci Romain. Bon, merci de votre attention. On est un petit peu à la bourre, donc voilà. Mais si vous avez des questions, avant j'ai une autre info. Par la petite porte qui est sur le côté, là, il y a une table avec deux bénévoles de Terre de Liens où on vend un dossier sur la propriété des terres agricoles qui fait suite un peu à ce qu'on a raconté, avec quelques docs bénévoles de Terre de Liens. Donc si vous voulez en sortant les rencontrer, c'est le moment. Sinon, on a un stand sur la foire. Voilà. Donc voilà, si vous... Merci. Il n'y a pas de questions? Non? Eh bien, on vous remercie pour cette intervention. Et puis, on vous retrouve à côté si vous voulez... J'ai une question sur les haies. Ça fait 40 ans qu'on entend dire qu'on coupe les haies, qu'on supprime les haies. Je me demande s'il en reste encore et si la suppression des haies est encore un problème d'aujourd'hui ou si on a atteint l'étiage. Tu prends plutôt ce micro. Une question sur les haies. Si ça marche. Franchement, j'ai pas de réponse à cette question parce que il y a des agriculteurs qui en replantent. On replante des haies aujourd'hui un peu partout. On sait qu'elles sont nécessaires, qu'elles ont été arrachées très souvent à tort. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a des endroits où on continue d'en arracher, mais j'ai pas le bilan, j'ai pas de chiffres là-dessus en tout cas. Oui. Yeah. Une autre question? Je
pense que c'est une question un peu vaste, mais peut-être que vous pouvez répondre. Vous appelez Terre de Liens. Quel lien avez-vous avec les autres pays européens? Est-ce que vous rencontrez les mêmes problèmes? Est-ce que vous arrivez à vous concerter, à trouver des solutions communes? Voilà. Oui. Terre de Liens fait partie d'un mouvement plus européen qui s'appelle Access to Land, où, je sais pas, il y a de mémoire une quinzaine de pays d'Europe qui en sont membres, enfin une quinzaine d'associations de pays européens qui en sont membres. Et il y a au moins un pays, il y a la Belgique, où il y a une structure qui est équivalente de Terre de Liens, qui s'appelle Terres en Vue, et qui travaille comme nous, c'est-à-dire qui achète des terres pour les mettre à disposition de l'agriculture bio. Alors après, dans les autres pays, c'est des mouvements qui sont peut-être plus politiques, enfin, qui travaillent plus sur le plaidoyer ou des choses comme ça. À ma connaissance, dans les autres pays, il n'y a pas de structure vraiment identique, enfin, qui achète du foncier. Alors, il y en a... c'est pas un autre pays, il y a le Pays Basque. Pays Basque du Nord, qui a sa propre structure comme Terre de Liens, qui achète des terres pour les mettre à disposition, enfin, pour les louer à des agriculteurs. Mais bon, c'est une particularité basque. Autre question? Autrement, Terre de Liens a un stand dans l'allée E au début. Là, on est à disposition à la sortie. Mais n'hésitez pas à passer sur le stand si question sur le financement des fermes, donc la collecte, l'aspect collecte, l'aspect placement d'épargne, une épargne qui a du sens et qui est un placement en plus très sûr, qui a un bonus fiscal, ou pour devenir bénévole, accompagner des cédants ou des porteurs de projets. Il y a un groupe à Grenoble où nous sommes quelques-uns, mais on a toujours besoin de personnes nouvelles parce qu'il faut organiser quand même une veille foncière parce que peu de cédants, peu d'agriculteurs connaissent Terre de Liens. Souvent, ils se posent plus de questions qu'ils ont de réponses sur quelle façon, comment transmettre la terre dans des conditions qui sont bonnes, quoi. Pas être obligé de céder en ayant mal au ventre de ce qui va être fait des terres. Voilà, donc je vous invite soit à passer par la petite porte, autrement rendez-vous sur le stand Terre de Liens. Merci encore.